Bien, bonjour, il m'a été demandé de vous parler de l'égalité des chances. Alors tout le monde est pour l'égalité des chances. Donc je vais essayer de dire les problèmes que ça pose, parce qu'il ne suffit pas qu'un principe de justice soit excellent pour qu'il y ait des conséquences excellentes. Je vais donc peut-être refroidir l'ambiance qu'il peut y avoir dans ces deux jours. Alors, dans les sociétés, disons, d'ancien régime, l'égalité des chances n'existe pas parce que les inégalités sociales sont fondées sur la volonté divine, le fatum, le destin, la naissance pour l'essentiel. Si on est aristocrate, on meurt aristocrate, on épouse des aristocrates, et si on est mécréant, on finit mécréant, on ne change pas de position. C'est comme ça, et si on veut contester les inégalités, il faut s'en prendre à Dieu. D'ailleurs, on fait des guerres de religion pour essayer de discuter de tout ça. À partir du siècle des Lumières et des révolutions démocratiques, on va affirmer cette chose tout à fait étrange, qui est un acte de foi, qui n'est pas un fait de croyance, que les hommes naissent libres et égaux. C'est quand même pas rien. Les hommes naissent libres et égaux, et dès lors, les inégalités sociales doivent être justifiées d'une autre manière que par la naissance. Si tout le monde est égal au départ, les seules inégalités acceptables sont les inégalités qui procèdent du mérite personnel des individus, c'est-à-dire de la manière dont chacun d'entre nous met en œuvre sa liberté pour faire valoir son mérite. Voilà. C'est ça qu'on croit aujourd'hui dans les sociétés démocratiques, et je fais partie de ceux qui y croient. Tout simplement parce que si on n'y croit pas, il n'y a plus que le retour des héritages ou bien le tirage au sort, mais ça peut poser des problèmes. Je ne souhaite pas prendre l'avion avec un pilote tiré au sort. Donc, je préfère le système d'égalité des chances méritocratique dans lequel nous vivons, tout en sachant que l'égalité des chances méritocratiques, ce n'est pas l'égalité, c'est l'égalité des conditions d'accès aux inégalités. Autrement dit, dans les sociétés démocratiques, il y a des inégalités justes, c'est celles qui tiennent au mérite des individus lorsque les épreuves d'accès à ce mérite sont parfaitement indiscutables. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Si vous faites, en tout cas dans la plupart des pays, un sondage sur les revenus des sportifs, des footballeurs, la plupart des gens qui ne sont pas riches considèrent que le salaire de Messi et le salaire de Neymar sont parfaitement justifiés. Parce que leur mérite est incontestable. On va discuter du mérite des banquiers, surtout s'ils sont suisses, ces gens obscurs, cachés, hypocrites, protestants, enfin des gens. Ça, on peut discuter. Mais les footballeurs, Federer, pas de problème. Il est meilleur, il a du mérite. Mon médecin, il a du mérite, et moi-même, j'en suis pas dépourvu. Donc, il faut bien comprendre que derrière l'aspect peu sympa, romantique, l'égalité des chances, nanana, c'est une conception des inégalités justes. Voilà. Alors ce modèle de justice, que je crois qu'il n'y en a pas d'autre dans les sociétés démocratiques, pose un certain nombre de problèmes que je distinguerai dans deux grandes familles. Il y a le problème des épreuves du modèle, c'est-à-dire à quel point il est difficile de le réaliser, et ça vous en savez, on en sait tous quelque chose, et j'insisterai aussi sur les paradoxes de ce modèle, c'est-à-dire sur le fait qu'une fois réalisé, ce modèle peut avoir des conséquences injustes. Ça, ce qui est ça peut être assez troublant de voir qu'un principe de justice juste pourrait avoir des conséquences injustes. Alors, sur les épreuves de la méritocratie, tout étudiant qui a fait un peu de sociologie l'a appris comme une sorte de réflexe reptilien de la profession de sociologue. Ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Je vais prendre un cas extrêmement simple, même quand l'école est gratuite, obligatoire, que tous les enseignants, ça c'est pour les Français, sortent de la même école, ont le même programme que le bac, que les examens sont faits de manière complètement neutre, etc. À la fin, ceux qui gagnent, c'est ceux dont les parents avaient déjà gagné. C'est-à-dire, à la fin, mieux vaut être un enfant de cadre supérieur et riche et cultivé
qu'un enfant de travailleurs immigrés, pauvres et incultes. Voilà, c'est comme ça. Bon. À la fin, ça gagne. Alors autrefois, c'était assez commode parce qu'il y avait des écoles pour les uns et des écoles pour les autres. Bon. Mais, vous le savez, dans la plupart des sociétés démocratiques, au nom de l'égalité des chances, on a fortement massifié le système scolaire, on a fait rentrer tous les enfants dans l'école, on a fabriqué les conditions de l'égalité des chances. Alors ça a changé beaucoup de choses, en particulier le mode de constitution des inégalités. C'est-à-dire qu'on est passé de constitution des inégalités qui fait que dès le départ, vous étiez dans une école du peuple, dans une école de filles, dans une école de riches, dans une école de garçons, etc. Grosso modo, maintenant, vous êtes dans la même école, mais toutes les petites inégalités vont s'agréger, se multiplier pour produire à la fin à peu près les mêmes inégalités que dans l'ancien système. Autrefois, le système avait un avantage relatif, c'est que on considérait, les sondages, les enquêtes montrent que les gens considéraient que l'école était plutôt plus juste que la société. Maintenant, on en veut beaucoup à l'école, il y a une défiance à l'égard de l'école, parce que, au fond, elle fait une promesse d'égalité des chances et elle ne la tient pas. Donc, on a plutôt plus de ressentiment à l'égard de l'école qu'autrefois. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bien parce que ce sont les petites inégalités qui se vengent. Les petites inégalités, elles ne sont pas si petites, mais elles sont subtiles. Le capital linguistique des parents, l'ambiance familiale, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qui on fréquente, le niveau d'ambition, enfin, vous savez ça 1000 fois mieux que moi. Et à la fin, ces petites inégalités vont fabriquer de très grandes inégalités. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que quand on scolarise les enfants tôt, on révèle de plus en plus tôt ces inégalités. Il y a en France une croyance, si on scolarise très tôt, on va abolir les inégalités. Mon hypothèse est qu'on les exacerbe. Bon, mais j'aurais raison, mais je serais bon. Mais bon, je veux dire que, parce que tout simplement, dès que vous mesurez, ben, vous les avez sous le nez. Bon Dieu, tout le monde répète ça à l'infini. Donc, et c'est une loi générale, je veux dire, ça vaut dans tous les pays du monde. Ça vaut dans tous les pays du monde. Mieux vaut être un enfant de riche, de classe supérieure, qu'un enfant de pauvre, y compris dans une école relativement égalitaire. Deuxième épreuve, j'insiste pas, mais tout à l'heure, il y a un conte qui nous en a très joliment parlé. L'arbitre scolaire n'est pas neutre. L'arbitre scolaire, c'est pour ça que les gens croient que Messi est incontestable et sur les diplômes on est plus suspect, parce que on sait que l'arbitre scolaire triche un peu. En réalité, l'école des uns n'est pas exactement l'école des autres. En réalité, si vous mettez les gosses de riches ensemble, ils vont être dans une dynamique de travail et de réussite plus forte que si vous mettez les pauvres ensemble. Bon. Moi, j'avais fait une enquête montrant que dans un collège français, dans un collège plutôt chic, il y avait presque l'équivalent d'une année scolaire de plus d'enseignement que dans un collège pas chic. Pourquoi? Parce que dans un collège pas chic, où j'ai enseigné, vous passez un quart d'heure, 20 minutes par cours pour dire taisez-vous, écoutez-moi, rangez vos cartables. Bon, 20 minutes par cours, vous multipliez par tous les cours et par 4 ans, ça vous fait une année scolaire. Voilà. Non, mais c'est des trucs tout bêtes. Des trucs tout bêtes. Bon. Il y a aussi, ce qu'on a vu dans le conte tout à l'heure, l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est que les enseignants, qui ne sont pas des gens méchants, d'ailleurs pas plus que les travailleurs sociaux, ont des attentes qui ne sont pas exactement les mêmes à l'égard des élèves en fonction de leur origine sociale. On attend des petits enfants blonds aux yeux bleus qui réussissent plutôt mieux. Voilà. Il se trouve que ses propres enfants sont plutôt blonds aux yeux bleus. Bon, il y a des choses comme ça. Alors, il y a des très belles enquêtes. Je veux dire, ce que je dis, c'est pas des blagues, c'est mesuré scientifiquement. Vous dites à des enseignants, cette classe, tu vas voir, elle est très faible, mais on les a testés, en réalité, ils sont très intelligents. Les gamins vont réussir. Vous dites à l'enseignant, cette classe, elle est très faible, mais on les a testés, ils sont vraiment très bêtes.
Enfin, on ne dit pas ça, parce que il y a des gens qui souffrent de handicap socio-culturel. Et hop, ils ne vont pas réussir. C'est des choses que tous les entraîneurs de foot analphabètes savent complètement. Je veux dire, il faut shooter les gens pour qu'ils y croient pour réussir. Il y a aussi le fait que les épreuves ne sont pas complètement neutres. On sait, par exemple, que les diplômes, a priori très objectifs, en réalité sont remplis de biais sociaux. Voilà. Donc on y croit parce que si on ne croit pas aux diplômes, les inégalités qui résultent de l'école sont plus justifiables, mais en réalité, si on regardait de près, on n'a pas vraiment besoin d'y croire, mais on est obligé d'y croire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est ce que j'appelle l'égalité des chances, c'est une fiction nécessaire. Alors, ceci dit, c'est une loi générale, mais qui souffre de plein d'exceptions. Même, il faut le signaler. Ce qui fait qu'il y a des raisons de se battre pour l'égalité des chances, parce que, même s'il y a peu de chances qu'on abolisse cette loi universelle qui fait que les enfants favorisés sont favorisés, il y a quand même des choses qu'on peut observer. Par exemple, certains systèmes scolaires engendrent des inégalités scolaires plus fortes que celles que supposeraient les inégalités sociales. La France et la Belgique sont très forts dans ce domaine. Bon. Alors que plus républicains que les Français, quand même, il n'y a pas. Bon. Les Chiliens, puisqu'il y a ici le Chili, ont un système ultralibéral et les inégalités scolaires qu'ils engendrent, enfin, l'indice de l'influence du statut du père sur la réussite scolaire au Chili est le même qu'en France. C'est quand même troublant. Alors que les Chiliens sont, par définition, non vertueux. Parce que c'est le fric. C'est le fric qui commande l'accès aux études. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, Pour le reste, tout se discute. Bien. Donc, vous avez des paradoxes qui fait qu'il vaut mieux avoir une école canadienne, par exemple, qu'une école française. Et puis, il y a des choses plus compliquées. Par exemple, les Allemands ont une école plus inégalitaire que l'école française, donc, vive la France, mais les vaincus du système scolaire allemand ont une formation professionnelle de bien meilleure qualité que les vaincus du système scolaire français. Parce que l'enseignement professionnel est très bon en Allemagne et pas très bon en France. Donc, c'est très difficile de dire au fond quel serait le meilleur des systèmes. Mais il y a des capacités d'agir, et vous le savez en particulier, la principale capacité d'agir, c'est la mixité des enfants dans l'école. Il faudrait, dans l'idéal, que tous les enfants, riches ou pauvres, de diverses origines, se retrouvent dans les mêmes classes, de manière à ce qu'il y ait, au fond, une sorte d'alignement des performances et que les meilleurs, entre guillemets, tirent les autres, etc. Or, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Nous sommes tous, moi le premier, très favorables à l'égalité des chances scolaires. Je reste dans le cas de l'école. On y est tous très favorables. On va faire des manifs, on est prêts vraiment à mourir. Sauf qu'on est encore plus prêts à mourir pour que nos propres enfants bénéficient des inégalités scolaires qui leur sont favorables. C'est-à-dire que, en cette matière, j'insiste beaucoup parce que ce n'est pas une plaisanterie, c'est qu'en cette matière, la distance entre notre attachement à un principe d'égalité et les pratiques que nous avons à l'égard de l'égalité n'ont à peu près rien à voir. Les enseignants trotskistes mettent leurs gosses dans les collèges chics, comme les autres. Si vous pouvez, aujourd'hui en France et probablement ailleurs, on fuit le collège défavorisé, rempli de gamins pauvres, issus d'immigration, etc. Dans ces collèges-là, aucun enseignant n'y a mis ses gosses. Aucun. Tout en étant prêt à mourir pour l'égalité. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans un système méritocratique, les diplômes jouant un rôle tellement décisif sur l'avenir des enfants, il n'est pas question de renoncer aux inégalités de diplôme qui jouent un rôle si décisif. Je veux dire, la valeur d'un diplôme, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, elle tient à sa rareté et à sa sélectivité. Il y a eu en France une réforme l'an dernier qui s'appelait Parcoursup. Mon université a été occupée contre la sélection par les étudiants de Sciences Po ultra sélectionnés. Ça ne leur posait aucun problème
de venir se battre contre la sélection des autres, tout en ne mettant pas en cause leur propre sélection, à eux. Donc, l'idée selon laquelle les catégories sociales qui bénéficient de l'égalité des chances méritocratiques seraient disposées à ce qu'elles se réalisent vraiment, et c'est pas vrai, c'est tout simplement pas vrai. On a défendu les classes de latin, les classes européennes, les classes bilingues, et quand ça marche pas dans le public, on va dans le privé, point. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Et on pourrait montrer ça sur les politiques de santé, sur un tas de politiques. En réalité, il n'est pas évident que nous ne préférions pas l'inégalité à l'égalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ce qui veut dire que l'élu qui déciderait de dire j'ai deux collèges, un populaire et un bourgeois, et je vais mélanger les deux publics, le populaire et le bourgeois, est sûr de perdre les élections suivantes. Les bourgeois ne pardonneront pas, et les populaires ne tiendront pas grâce. Donc il ne fait pas. Je ne sais pas si je pourrais être plus clair. En tout cas, je ne connais pas la situation à Lausanne, qui est probablement tout à fait exceptionnelle, mais dans le reste du monde, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire en principe? Vous voyez bien que l'accomplissement de l'égalité des chances méritocratiques, ça serait quelque chose de encore plus difficile à réaliser que le communisme. Et comme le communisme, ça n'a pas formidablement marché quand même, ça serait encore... Parce que ça supposerait tout simplement, l'abolition de l'héritage, et là, je ne vous suggère pas de vous présenter aux élections avec ce programme, et deux, ça supposerait, Platon l'avait déjà dit, d'arracher les enfants à leur famille. Je veux dire, tout à l'heure, j'entendais cette histoire admirable du petit garçon qui, parce qu'il avait beaucoup de chagrin, auquel on a concédé qu'il pourrait jouer avec des voitures, il n'aime pas, mais on n'a pas demandé l'avis au papa. Je vous suggère qu'on pose la question au papa. S'il voudrait vraiment que l'État, au nom de l'intérêt général, se mêle du plus profond de l'éducation de ses enfants. Moi, je pense que les petites filles ont aussi le droit de jouer aux voitures, mais je me pose la question de savoir jusqu'où on peut aller, au nom de l'égalité des chances méritocratiques, dans l'abolition de l'héritage, etc. Alors, il y a des systèmes qui ont été prévus, qui ont été imaginés, comme Thomas Paine, qui était un philosophe anglo-américain, du XVIIIe siècle, avait prévu de supprimer complètement l'héritage et de donner une allocation universelle à tout le monde. Et chaque fois que quelqu'un meurt, sa richesse est redonnée à la collectivité et répartie sur tout le monde, pour créer une vraie compétition méritocratique. Et vous voyez, ça sera dur quand même, de dire, à chaque génération, on renouvelle complètement le match. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime tant le sport, parce que le sport, c'est la mise en scène d'une égalité des chances qui se renouvelle à chaque match. Après tout, Lausanne pourrait finir par gagner un match. Voilà, Bordeaux. Tandis que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut se battre, ma conclusion, pour l'égalité des chances méritocratiques, mais il faut voir à quel point c'est lourd, et ça n'est pas que de l'idéologie, c'est complètement, je dirais, enchâssé dans la vie sociale la plus ordinaire, et c'est pour ça que c'est très difficile, mais il faut le faire. Deuxième type de remarque, c'est une remarque relative au paradoxe du mérite. Premier paradoxe, on est tous attachés à l'égalité des chances méritocratiques, mais il n'est pas sûr que l'on s'accorde sur ce qu'est le mérite. Tout le monde est pour que le mérite soit reconnu. Est-ce que le mérite, par exemple, c'est la réussite? Très bien. Est-ce que le mérite, c'est l'effort? C'est pas la même chose. Est-ce qu'il est juste que le mérite scolaire domine les autres formes de mérite? Après tout, c'est un mérite. Être bon en maths est une forme de mérite. Est-ce qu'il est juste que le niveau de mathématiques se transforme en salaire relativement important? C'est-à-dire que ça devienne un mérite économique.
Donc il y aurait à réfléchir là-dessus, et généralement, comme la réflexion philosophique est faite par des gens qui ont beaucoup de diplômes et qui sont bons en maths, cette question est assez peu posée. Mais quand vous allez dans les entreprises, c'est une discussion banale que de savoir si la promotion doit être faite à partir de l'efficacité démontrée dans le travail ou à partir du diplôme que l'on a acquis dès le départ et qui doit déterminer votre destin. Ça se discute. En tout cas, on croit à un principe qu'on n'a pas tant de capacité que ça à définir. Et puis surtout, la question qui se pose, et qui n'est pas une question, c'est pas un jeu philosophique, c'est de savoir si on mérite son mérite. Est-ce que Federer mérite son mérite? Je veux dire, il a un papa et une maman tennisman, peut-être que Dieu lui a donné un gène particulier avec une acuité visuelle un peu exceptionnelle. Est-ce que Mozart mérite son mérite? Après tout, lui aussi avait un papa paranoïaque. Il semble quand même qu'il avait quelque chose qui ne dépendait pas de lui comme talent musical. Non, véritablement, la question se pose. Le problème des sociétés, c'est qu'elles peuvent transformer un mérite qui est au fond le produit du hasard en produit de la liberté. C'est pour ça qu'on aime tant le mérite scolaire, parce que le mérite scolaire, auquel je crois, parce que je suis enseignant, c'est quand même une manière de blanchir les inégalités sociales. Au fond, on arrive avec des inégalités individuelles et sociales, et puis hop, l'école nous dit « Non, non, c'est du vrai mérite. C'est du mérite chimiquement pur. » Bon, ça, c'est les Français qui croient beaucoup à l'école. En France, si vous dites « Je suis un enfant de pauvre, j'ai réussi mes études », vous atteignez à certaines formes de sainteté. Bon. Si vous êtes américain, évidemment, non, ça ne marche pas beaucoup. On pense que vous êtes une tête d'œuf prétentieuse et que le vrai mérite, c'est de démarrer dans une petite activité économique et de terminer comme le patron de Google. Voilà, ça, c'est du mérite. Mais c'est quasiment, puisqu'on est en Suisse, des discussions théologiques. C'est des problèmes d'éthique protestante. Comment vérifier la valeur de son mérite en fonction de critères. En tout cas, la machine qui distinguerait le vrai mérite des circonstances qu'on fait qu'on a des mérites, cette machine n'existe pas. Donc, il faut bien comprendre que l'égalité des chances méritocratiques, c'est à la fois un principe de justice incontestable, c'est une fiction nécessaire, mais c'est un acte de foi. C'est-à-dire que dès que vous entrerez dans la définition pratique, réelle du mérite, on va tomber sur des énigmes, des problèmes. Pourquoi ça vaut ici? Pourquoi ça vaut par là? Est-ce qu'il est bon que ça se répande ailleurs? Etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que... Mais ça n'est pas étonnant, après tout, quand nous affirmons que tous les hommes, ce que je crois, les hommes, ça veut dire aussi les femmes, hein, les hommes naissent libres et égaux, c'est un acte de foi, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas en chercher la preuve empirique, parce que si on cherche la preuve empirique que les hommes naissent libres, on va avoir du mal à s'en sortir, et de dire qu'ils naissent égaux, ça ne va pas être terrible non plus. Donc, c'est une croyance, mais il faut comprendre que cette croyance est quand même un peu énigmatique dans la réalité. Mais la deuxième conséquence de la méritocratie, de l'égalité des chances méritocratiques, c'est que la vocation d'égalité des chances méritocratiques, c'est de créer des inégalités justes. C'est-à-dire, l'inégalité dont je bénéficie n'est pas contestable parce qu'elle est fondée sur le fait que j'ai utilisé ma liberté personnelle pour construire une valeur et un mérite qui n'est pas contestable. Donc, le modèle de l'égalité des chances méritocratiques, ce n'est pas un modèle de société égalitaire. C'est un modèle de société qui dit, sur la base d'une égalité de départ, on va créer des inégalités justes. D'accord? D'ailleurs, ici, on est tous pour l'égalité, mais on va tous mourir pour défendre une inégalité dont on pense qu'elle est incontestable. On pense souvent que les sociétés contestent les inégalités. C'est vrai, mais quand on regarde de près, elles défendent plutôt les inégalités telles qu'elles sont. Le statut, le machin, le rang, l'ancienneté. L'ancienneté, c'est pas une inégalité. C'est pas un mérite. Je
Je préférerais ne pas avoir le mérite de vieillir. Donc, vous êtes dans un système qui dit on va fabriquer des inégalités justes. Donc, c'est un monde, le modèle de l'égalité des chances méritocratiques est un modèle vainqueur-vaincu. Il y a une compétition, elle est équitable, les vainqueurs bénéficient d'inégalités incontestables, les vaincus bénéficient d'inégalités incontestables. Alors, de ce point de vue-là, l'orgueil des modèles méritocratiques. Alors, je voudrais préciser que plus les sociétés croient au mérite, plus elles sont inégalitaires. J'ai fait ces travaux avec Marie Dubu, on dispose d'enquêtes internationales qui s'appellent ISSP. Plus une société vous dit « je vis dans une société où le mérite est reconnu », plus les gens vous répondent « les inégalités de la société sont acceptables ». Les champions du monde, évidemment, c'est les États-Unis. Les États-Unis, qui ont une amplitude d'inégalité de 1 à 7 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, pensent être une société moins injuste que la France, qui a une inégalité de 1 à 4, ou que la Norvège, qui a une inégalité de 1 à 2,5. Donc, il faut bien le comprendre. C'est pas l'égalité des chances, là on rabâche, mais c'est un modèle. Pensez au foot. C'est un modèle. Le vainqueur prend la prime. Bon. Donc, l'égalité des chances méritocratiques, c'est un modèle qui fonde l'orgueil des vainqueurs. Je mérite ce que j'ai gagné. Ce qui fait d'ailleurs que, historiquement, il y a eu des conceptions assez darwiniennes de l'égalité des chances. Au fond, c'était comme la lutte pour la vie, les meilleurs gagnent, et créer une sorte d'aristocratie naturelle dans une compétition équitable. Les conséquences, on le voit bien aujourd'hui, c'est l'obscénité des vainqueurs. Bon, quand même, je ne vais pas vous faire du Piketty, mais les 0,1% quand même raflent la mise, mais alors, sans état d'âme. En disant, mais... et c'est vrai sans état d'âme. Après tout, le fondateur de Google, il a volé personne. Il a été plus malin. Il peut rafler la mise. Donc il y a une forme. S'il n'y a plus les types protestantes et l'hypocrisie derrière où je cache mon fric pour ne pas écraser les autres, excusez-moi de dire ça, on peut y aller. Le mérite, ça justifie. Donc, c'est les stars de football, c'est les trucs. Alors, les vieilles aristocraties étaient aussi parfaitement obscènes, mais elles avaient une vague culpabilité, quelquefois, parce qu'elles savaient bien quand même qu'ils étaient pour rien. Les nouveaux riches, non. Ils peuvent y aller, franchement, parce qu'ils ont gagné et ils ne sont pas contestables. Mais au fond, c'est pas grave que les vainqueurs de la méritocratie soient fiers de leur victoire. C'est désagréable, mais c'est pas très grave. Ce qui est très ennuyeux, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que dans un modèle d'égalité des chances méritocratiques, si les vainqueurs bénéficient des lauriers de leur victoire incontestable, les vaincus doivent assumer les conséquences de leur échec comme les conséquences d'un échec personnel. Je veux dire que si vous êtes inégal au terme d'une compétition méritocratique, si vous avez gagné, c'est grâce à vous. Si vous avez perdu, c'est grâce à vous. Et moi, je peux vous en parler parce que j'ai fait des enquêtes il y a très longtemps sur la classe ouvrière traditionnelle française dans la sidérurgie lorraine au début des années 80. Les gens vous disaient « j'ai pas fait d'études parce que dans la société capitaliste, nous, les enfants d'ouvriers, on n'a pas fait d'études, c'était pas pour nous. Et donc, je me suis retrouvé ouvrier comme mon père. J'ai refait des enquêtes sur la même question il y a 10 ans. Les gens disaient, j'ai pas fait d'études parce que je me suis planté à l'école, parce que j'ai fait le con à l'école, parce que j'ai échoué à l'école. C'est ma faute. C'est ma faute. Et c'est vrai que c'est leur faute. Pourquoi? Parce que dans la classe où ils étaient, il y a quand même des gamins qui ont réussi. Ce qui fait d'ailleurs que dans les établissements difficiles, la plupart des élèves détestent les bons élèves parce que les bons élèves sont la preuve que c'est vous qui avez échoué.
sais pas si je me fais comprendre. Bien. Donc, vous allez avoir un double phénomène. D'une part, une sorte de phénomène de haine de soi, c'est de ma faute. Enfin, de culpabilité, on va dire, c'est de ma faute. Et surtout, un phénomène de haine des autres. Parce que pour échapper, ça c'est du Nietzsche, mais pour échapper au ressentiment, pour échapper au mépris de soi-même, il ne vous reste qu'à détester les autres. Donc c'est la faute au prof, c'est la faute aux autres. Si vous ne croyez pas, allez sur les ronds-points de Gilets jaunes, ça n'est que ça. Ça n'est que, c'est la faute aux autres, aux élites, à tous ceux qui, à cause desquels. Alors, objectivement, ça peut être vrai. Mais il n'empêche qu'il y a toujours une manière d'échapper à cette culpabilité extrêmement lourde. Et mon hypothèse est que le succès des populismes, alors en France ça s'appelle Le Pen, Mélenchon, en Italie ça s'appelle Salvini, en Allemagne, en Angleterre Brexit, aux États-Unis Trump, etc. C'est quand même l'idée que d'une certaine façon, il faut attribuer, on est dans un système où on attribue son propre échec et à soi-même, et donc pour y échapper, il ne reste plus qu'à détester les élites, après tout pourquoi pas, mais aussi à détester les plus pauvres que soi. Car il va de soi que la seule manière d'avoir de la dignité dans un système de compétition de ce type, c'est que vous détestez les riches, d'accord? Mais vous détestez les plus pauvres que vous qui ne méritent pas d'être aidés. Je rappelle que c'est sur cet argument qui consiste à blâmer les victimes que Margaret Thatcher a fait qu'un électorat populaire a voté pour elle pour détruire l'État-providence dont bénéficieraient des gens qui ne le méritent pas, que Reagan a fait la même chose aux États-Unis et que Trump vient de faire un triomphe là-dessus, c'est-à-dire des pauvres votent pour un milliardaire qui enrichit des milliardaires en disant on a tous quelque chose en commun, on déteste les Noirs. Voilà, c'est à peu près ça, l'alchimie. Alors, la Suisse est un pays très différent, mais il ne faut pas imaginer que vous n'êtes plus dans un système où on dit je suis pauvre à cause d'un système de classe, d'exploitation de classe, je suis travaillé, on pas payé comme on me doit, etc. Vous êtes dans un système qui dit il y a des vainqueurs, il y a des vaincus, et les vaincus doivent assumer le fait qu'ils sont responsables. Donc, le pauvre blanc déteste le pauvre noir ou le plus pauvre blanc que lui qui ne mérite pas d'être aidé, etc., etc. Donc c'est un système qui est très, très lourd et qui est un changement culturel extrêmement fort. Il est d'autant plus fort que si vous regardez l'histoire de la pensée sociale, je dirais en Europe occidentale, jusqu'aux années 80, si on avait fait cette rencontre, l'image de la justice que nous aurions eue, c'était l'égalité des places, l'égalité des positions. On aurait dit que la justice sociale, c'est de faire que les pauvres, étant pauvres parce que les riches s'enrichissent sur leur dos, pour dire les choses dans un langage marxiste plus que sommaire, c'est que les riches, grâce à l'impôt progressif, grâce à l'État-providence, grâce à tout un tas de choses, vont redistribuer une partie de la richesse aux pauvres. Lutte de classe, État-providence. Et ça, je signale d'ailleurs, extrêmement bien marché dans les années 50, 60, 70, où les inégalités ont été fortement réduites, sans d'ailleurs qu'on parle de mobilité sociale, d'égalité des chances, on disait simplement on réduit les inégalités entre les positions. Aujourd'hui, j'écoutais ce qui s'est dit ce matin, on est dans un modèle qui voit comme la plus grande injustice, ça n'est plus tellement les inégalités de position, c'est l'inégalité des chances d'accéder à toutes les positions, c'est-à-dire les discriminations. Si vous regardez le vocabulaire social, le mot discrimination jusqu'aux années 80 est quasiment résiduel. Et depuis 20 ans, il est devenu complètement
hégémonique. C'est-à-dire que c'est parce que je suis discriminé, parce que je suis une femme, parce que je suis vieux, parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop machin. En France, la définition légale de la discrimination aujourd'hui compte 22 critères. C'est-à-dire je suis noir, je suis musulman, je suis moche, je suis gros, je suis handicapé, je suis une femme, je suis une minorité sexuelle. C'est-à-dire que je suis toujours victime d'une discrimination qui m'empêche d'accéder à l'égalité des chances. Très bien. Il faut savoir, évidemment, qu'on a complètement changé de modèle de justice sociale. Que la justice sociale, c'était de réduire les inégalités entre les positions, ce qui rendait très insensible aux minorités, aux femmes, etc. Je me rappelle du Parti communiste français, dans les années 70, disant aux féministes, écoutez, vous devriez être un peu discrète parce que vous allez créer une ligne de fracture dans le front des travailleurs. Vous verrez, dans le monde communiste, il n'y aura plus de problème. En attendant, ça sera long. Bon. Aujourd'hui, tout le monde pense inégalité en termes de discrimination, c'est-à-dire dans ce modèle, qui n'est pas plus utopique que le modèle communiste, mais pas moins, qui consisterait à dire on va créer les conditions dans lesquelles l'accès à la compétition est parfaitement équitable, un peu comme, je dirais, dans un tournoi sportif. Hein, où on va créer quelque chose de ce style. Donc c'est un changement très profond c'est un changement très profond de modèle de justice. Alors non seulement il est indiscutable, je ne suis pas là pour le contester, mais il est aussi très difficile, j'ai essayé de le mettre en évidence, très difficile à réaliser, ça va être compliqué. Mais enfin, il n'y a aucune raison d'y renoncer. Je crois qu'il faut continuer à se battre pour l'égalité des chances, mais en même temps, on pourrait, j'y reviens, s'interroger sur les conséquences de ce modèle. Parce que les conséquences de ce modèle peuvent ne pas être aussi bonnes qu'on le suppose. J'ai d'abord expliqué que ce modèle crée une tension psychologique très particulière chez les vaincus de la compétition. Il faut quand même, je veux dire que si vous prenez les gilets jaunes, le mot de base des gilets jaunes, c'est pas on m'exploite, c'est on me méprise. C'est le sentiment de mépris. Je suis méprisé. Je suis méprisé par vous, par la télé, par la radio. Je suis méprisé tout le temps. C'est-à-dire que l'inégalité devient une blessure personnelle. Je vous souhaite, ce qui est d'ailleurs, soit c'est pas récupérable politiquement, soit quand c'est récupéré politiquement, c'est pire. Je signale très léger problème. Bon. Donc vous êtes dans cette logique. La deuxième conséquence, c'est que l'égalité des chances méritocratiques peut à son tour engendrer de nouvelles inégalités. Alors je vais là me rendre franchement odieux en donnant deux exemples. Je vais prendre des exemples aux États-Unis, parce que tout le monde détestant les États-Unis, ça va m'embêter. Les États-Unis ont mis en place, à partir des années 70, Johnson, successeur de Kennedy, a mis en place une politique, a continué la guerre du Vietnam, mais a par ailleurs mis en place des politiques de discrimination positive, donc au nom de l'égalité des chances, absolument radicales. Je veux dire qu'on a ouvert, vous n'imaginez pas ce que c'était que la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 60, on a ouvert les universités, les institutions, je ne dirais pas aux Noirs, pas aux Afro-Américains, comme on dit, mais il a ouvert aux plus méritants des Afro-Américains. Et ça a été formidable. Il s'est créé une bourgeoisie afro-américaine. Il s'est créé une élite afro-américaine. Les Afro-Américains ne sont pas des apax, des individus complètement aléatoires dans les universités. Il s'est même créé un président des États-Unis afro-américain. Si vous aviez dit ça à un Américain des années 60, j'aurais dit que l'invasion des Martiens était quand même plus vraisemblable que ça. C'est très bien, c'est très bien. C'est-à-dire que les plus méritants, les pauvres, ont gagné. C'est formidable. Mais si vous regardez la situation moyenne des Noirs aux États-Unis durant cette période, elle s'est profondément dégradée. Pourquoi ? Parce que vous aviez des ghettos américains, des ghettos noirs, dans lesquels il y avait
petite bourgeoisie, des classes moyennes, etc., etc., tous ces gens ont été aspirés vers les élites noires et les autres se sont sous-prolétarisés de manière mécanique. Autrement dit, les inégalités à l'intérieur du monde noir sont beaucoup plus grandes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 40 ans. Avec des politiques pénitentiaires extraordinaires, etc., etc. Donc, au fond, le modèle vainqueur-vaincu, il s'est renforcé. Au lieu d'élever le niveau de toute la communauté noire, on a permis à ceux qui le méritaient d'y échapper. Si je vous disais ça pour les femmes, je vais recevoir des tomates. Mais c'est vrai. Les inégalités hommes-femmes sur les 40 dernières années sont considérablement réduites. Alors dire ça, c'est prendre un risque, mais les statistiques sont ce qu'elles sont. Les femmes ont beaucoup réussi à l'école, beaucoup plus que les garçons, beaucoup plus à l'université que les garçons. Elles accèdent à des métiers auxquels elles n'accédaient pas. Les inégalités se sont statistiquement réduites. Mais les inégalités entre les femmes se sont creusées. Entre celles qui ont grimpé et celles qui sont retrouvées coincées, notamment avec la femme. Dans les années 60, en France, les pauvres, c'est-à-dire les gens, les 15% de gens qui ont moins de 60% du revenu médian, vous donnez la définition, c'était des petits vieux retraités. Aujourd'hui, c'est des femmes seules avec enfants. Voilà. Donc, plus riches, grande partie d'entre elles, plus riches, une grande partie d'entre elles, plus pauvres. Mais si vous raisonnez en termes de discrimination, vous ne le voyez pas. Si vous raisonnez en termes d'égalité des positions, vous le voyez. Je ne sais pas si ce que je dis très cassé. Si j'avais 5 minutes, et de manière à vider la salle, je vous ferais des statistiques. Mais il faut bien comprendre ce phénomène. Il faut bien comprendre ces phénomènes. Donc, le modèle de l'égalité des chances peut avoir un effet paradoxal d'être contre l'égalité des places. Bon. Au contraire, si vous regardez les périodes assez heureuses qu'on appelle les 30 glorieuses des années 50, 60, 70, personne n'a pensé lutter contre les discriminations, mais l'égalité des chances a augmenté parce qu'on a réduit les inégalités entre les positions sociales. L'école a eu une période assez heureuse dans les années 60 parce que les gens, étant plus riches et vivant mieux, leurs enfants ont fait de meilleures études, sans mettre en place des politiques qui les ciblaient. Si vous voulez, l'égalité sociale a comme effet secondaire d'accroître l'égalité des chances. L'égalité des chances n'a pas pour effet secondaire d'accroître l'égalité sociale. Voilà. Alors vous avez trouvé que je suis un très vieux social-démocrate, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, objectivement, comme dirait l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de l'égalité des chances? Il faut être pour, parce que c'est un principe incontestable. Il faut être pour, parce qu'on ne reviendra jamais en arrière, et tant mieux. Et tant mieux. Mais il faudrait peut-être essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour que ce modèle, d'une part, se développe, et d'autre part, pour que les effets paradoxaux et pervers, entre guillemets, de son développement ne nous retombent pas sur le coin de la tête. Je crois qu'il y a deux problèmes. Alors, je vais rester plutôt dans le monde que je connais bien techniquement, qui est le modèle scolaire, le monde scolaire. Première chose, bien sûr, il faut s'intéresser au nombre d'enfants d'origine modeste qui vont rentrer à l'école polytechnique de Zurich ou à l'école polytechnique de Lausanne, bien sûr. Mais le problème le plus difficile, c'est pas de faire que quelques enfants d'origine modeste deviennent de brillants étudiants, c'est de faire que la plupart des enfants d'origine modeste aient acquis les compétences scolaires qu'on attend de tous les citoyens. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Faire que quelques enfants d'origine modeste intègrent les grandes universités, les grandes écoles, c'est pas dur. Parce qu'il y a toujours des gosses avec des familles formidables, qui sont motivés, etc. Ce qui est dur, c'est de faire qu'il n'y ait pas 20% des gamins qui quittent l'école en ayant un niveau de lecture et de calcul un peu incertain. Et qui d'ailleurs, un niveau de calcul si incertain qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ils se vengeront.
Ils se vengeront. Ils se vengeront en votant très mal, en détestant l'école, en pourrissant la vie des autres. Donc, même si on ne voulait pas faire de philanthropie, l'intérêt bien compris, c'est quand même d'éviter ça. Donc je crois que la qualité de l'égalité sociale de base, la qualité de l'école de base, la qualité de l'école élémentaire est un enjeu absolument essentiel. Mon raisonnement est le même que celui que l'on a pour le salaire minimum. Je sais que les Suisses ne sont pas très chauds pour le salaire minimum, mais c'est-à-dire que, au fond, il y a un moment où il faut dire dans une société, vous serez payé au moins ça, quel que soit votre niveau de travail et de compétence. Eh bien, je crois qu'il faut dire, vous aurez au moins ce niveau de formation, ce niveau d'acquisition, quel que soit par ailleurs votre destin scolaire. Or, le modèle de l'égalité des chances est toujours un tropisme élitiste. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on est très sensible, à juste titre, au fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez les dirigeants. On est très peu sensible au fait qu'il y a beaucoup de femmes chez les caissières de supermarchés. Très étrangement, ça paraît moins choquant dans l'opinion publique et les débats publics. Très étrangement, on va, en France en particulier, s'étonner du fait qu'il y ait peu d'enfants issus d'immigration dans les grandes écoles, polytechniques, écoles normales supérieures, etc. On ne va pas du tout s'étonner qu'il n'y ait que des enfants issus d'immigration dans les lycées professionnels qui conduisent vers des diplômes qui ne servent à rien. D'un côté, il s'agit de quelques centaines d'élèves, de l'autre, il s'agit de quelques centaines de milliers d'élèves. Donc, il faut bien faire attention à se défaire d'une manière de regarder l'égalité des chances uniquement par en haut. J'ajoute que moi, j'ai fait des enquêtes auprès des parents de milieu populaire. Quand je leur demandais ce qu'ils espéraient pour les études de leurs enfants, j'avais jamais entendu dire « j'espère que mes enfants vont faire l'école polytechnique ». Ils disaient « j'espère que mes enfants feront une formation professionnelle qui leur donnera du boulot et un boulot honorable à la fin ». Mais le modèle de l'égalité des chances suppose que chacun ait envie de gagner le tournoi de Roland-Garros. Enfin, c'est-à-dire de faire l'école polytechnique. Bon. Donc faisons très attention aux aspects un peu élitistes de ce modèle, qui part de l'idée que la société réellement juste serait celle dans laquelle les élites seraient à l'image de toute la société, en ne regardant plus ceux qui sont de l'autre côté. Et ça, c'est un effort politique extrêmement important, et d'autant plus volontariste et d'autant plus nécessaire que, je le répète, la demande d'égalité n'est pas aussi forte qu'on le suppose. Si je prends le cas français, chaque fois qu'il y a eu des politiques scolaires à vocation démocratique, c'est-à-dire favorisant les élèves les moins favorisés, elles se sont heurtées à une opposition à peu près constante des classes moyennes, disant le niveau baisse, c'est l'effondrement, la culture disparaît, c'est-à-dire c'est Finkielkraut qui prend le relais, etc. Donc faisons très attention à penser que ce modèle est un modèle vainqueur-vaincu. Là, je m'appuie sur un philosophe américain bien connu, Rawls. Ce modèle est acceptable si le sort des perdants et des défavorisés est le meilleur possible. Autrement, c'est un modèle darwinien, que le meilleur gagne et Dieu pourvoira. C'est un modèle trumpien, si je peux dire, envoyer un langage moins sophistiqué. Donc, c'est très très important de bien comprendre que la priorité, c'est pas de faire que tout le monde puisse accéder au haut, c'est de faire que tout le monde en bas ait ce à quoi il a droit, c'est-à-dire à l'égalité sociale élémentaire. Par exemple, ça concerne peu la Suisse, mais en France, c'est beaucoup plus difficile de faire que la formation professionnelle débouche sur des vraies qualifications, des vrais emplois. C'est beaucoup plus compliqué que de faire que quelques enfants de quartiers défavorisés accèdent un jour à l'élite. En plus, on fait toujours l'hypothèse que les enfants du peuple accédant aux élites seront des dirigeants sympathiques. Qu'il s'agisse de femmes ou d'enfants issus d'immigration, la preuve n'en a jamais été apportée. On peut même imaginer le pire, je ne dois rien à personne, donc je peux y aller. Il faut faire très attention à ça. Je crois que ce basculement est important. Je peux bien l'expliquer. On est dedans, on en est prisonnier, il n'y a pas le choix. Il faut défendre l'égalité des chances méritocratiques. Et ça ne suppose pas d'être aveugle. Ça ne suppose pas
de répéter mécaniquement un certain nombre de mots d'ordre sans comprendre. Deuxième conséquence, évidemment, c'est l'idée qu'il faudrait multiplier les définitions du mérite. Si on est dans une société méritocratique, il n'est pas juste que le mérite que l'on a obtenu dans une sphère d'activité devienne un mérite universel. Autrement dit, le mérite scolaire est indispensable, il ne doit pas se transformer en puissance politique, économique, etc. Le mérite économique est indispensable, il ne doit pas se transformer en mérite politique, culturel, etc. Je viens de Bordeaux, et Bordeaux c'est le pays de Montesquieu. Et je crois, comme Montesquieu, que la société juste est une société qui distingue les sphères d'activité. Autrement dit, je peux gagner dans une sphère, ça ne doit pas supposer que je vais gagner dans toutes les autres sphères. Alors, ça a l'air de rien, mais par exemple, en termes éducatifs, nous devrions être capables de distinguer plusieurs formes de mérite. Dans le système scolaire français, être un élève généreux, sympathique, tolérant, capable de travailler avec les autres, c'est-à-dire de développer des qualités indispensables à la vie sociale, c'est du temps perdu. Parce que ça ne sera jamais reconnu. Je ne sais pas si... Ce qu'il faut, c'est être bon en maths. Bon. À côté, si tu es une brute, etc., ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, il faudrait que nous réfléchissions pas à abolir le principe de mérite, mais à multiplier peut-être les capacités de définir certaines sphères du mérite. Sur les discriminations, il faut aussi lutter contre les discriminations, ça va de soi, mais il ne faut pas imaginer que toutes les inégalités, on a longtemps pensé, je reviens en arrière, il y a 50 ans, on pensait qu'il n'y avait que des inégalités sociales et que les discriminations, c'était des petits trucs à côté. Bon. Aujourd'hui, on ne pense plus qu'en termes de discrimination, les inégalités sociales, ça devient des petits trucs à côté. Je crois qu'il faudrait être un peu raisonnable. Il y a beaucoup d'inégalités qui ne sont pas le produit de discrimination. Beaucoup d'inégalités sont des inégalités qui viennent des conditions de vie, des lieux de vie, des conditions de travail, et qui sont quand même un peu essentiels. Alors, luttons contre les discriminations, mais évitons par effet de mode de transférer le modèle discrimination sur toutes les inégalités. Moi, j'ai fait des travaux sur les personnes discriminées, pas sur les intellectuels qui parlent des personnes discriminées, pas sur les porte-paroles des discriminés, sur des personnes discriminées, qui disent « je suis discriminé, mais mon voisin français dans le même HLM que moi, qui n'est pas discriminé, il s'en tire quand même pas tellement mieux. » C'est-à-dire qu'il est aussi mal payé, il est aussi embêté par les flics, etc., etc., etc. Donc, essayons quand même de rappeler que les inégalités sociales initiales de base sont quand même essentielles et que tout ne se joue pas dans la couleur des jouets que l'on donne aux enfants. Ce qui, d'ailleurs, rend le moralisme des vieilles assistantes sociales relatif, si je peux me permettre, de ce point de vue-là. Donc, l'idée que je voulais développer pour gâcher cette rencontre, c'est de dire l'inégalité des chances méritocratiques, c'est indiscutable, c'est pas un principe de justice contesté. Les sociétés démocratiques postulant l'égalité des individus sont des sociétés méritocratiques qui doivent valoriser l'égalité des chances. Premier point, ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple, y compris parce que ce n'est pas évident qu'en tant qu'individu, nous désirions véritablement le modèle que nous condamnons par ailleurs. Mais ça n'est pas nouveau, après tout, on voulait... Ça n'a rien de bien original dans l'histoire. Mais deuxième chose qui est peut-être plus importante, c'est que ce modèle lui-même peut engendrer des inégalités, peut engendrer des injustices, en tout cas, dont il faudrait que nous tenions compte. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il nous reste un temps pour discuter et pour dire à quel point vous êtes en désaccord avec tout ce que je viens de vous raconter.